Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre. Outi na Kiv. Outi na Chab. Na Kassai oriental. Kassai occidental. Bandundu. Bas-Zaïre. Équateur. Obotama na Kinshasa. Ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa. Okei na Équateur. Ozali na mboka na yo. Olongui na o Zaïre. Okei na Bas-Zaïre. Ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobela bango bino jeunesse non pena okaki mokonzi na bino a répéter makambo ngana lobaka non elingi koloba NON nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo moko mamabo Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ces directs. On est sur podcast Congo 1957, bien sûr avec Olivier Beaulieu. Avec vous, nous allons essayer de chaque jour maintenant présenter cette émission pour que vous ayez la chance pas d'analyser, nous allons faire des réflexions ensemble sur l'avenir de notre pays, sur les problèmes d'actualité et bien entendu les divers, tout ce qui vous intéressera. N'hésitez pas de m'en faire part pour que nous fassions, si vous voulez, un survol sur tous les dossiers importants de notre pays. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la toute première retransmission. Donc, je suis content de me retrouver avec vous et on va faire le jeu maintenant jusqu'à ce que nous amenions notre pays au développement durable. Et telle a toujours été ma passion, mon amour, ma dévotion, c'est de voir un jour le grand Congo, comme on l'appelait autrefois, le grand Zaïre, démarrer et finalement arriver quelque part. Bien sûr que c'est clair que les 60 dernières années n'ont pas été florissantes en termes d'ajout des qualités de vie. Les Congolais continuent à vivre malheureusement dans des conditions les plus atroces, les plus misérables, alors que sa classe politique, son élite politique continue à s'enrichir au jour du jour et sans tenir compte de plus de 90 millions de Congolais qui, eux, vivent dans des conditions, comme je l'ai dit, misérables, des conditions crapuleuses. Et voilà. Alors, nous allons essayer de réfléchir avec vous. Voilà, nous devons continuer à réfléchir. On ne doit pas baisser les bras. Mon père me disait autrefois que ça ira un jour. Donc, il y a de personnes, de Congolais, qui ont, si vous voulez, une perspective positive de l'avenir du Congo. Parce que ce n'est pas les éléments intellectuels qui nous manquent, ce n'est pas les gens qui peuvent réfléchir profondément qui nous manquent, ce n'est pas non plus les ressources naturelles, minières et autres qui nous manquent, mais c'est simplement, voilà, donc on est encore en train de traverser une crise sociologique où les gens n'ont pas compris que la notion de l'union, que l'union fait la force, la notion de se mettre ensemble, de converger nos idéologies, surtout les idéologies de développement. Moi, j'ai toujours été pour les débats publics. J'ai toujours soutenu que nous devons pas cesser de débattre, de s'échanger, de trouver qui a le meilleur profil ou qui a la meilleure idée pour le développement du Congo. Donc, ça a toujours été quelque chose qui me préoccupe et qui vous préoccupe. Parce que ce n'est pas normal, et nous voyons peut-être, c'est seulement
peut-être en Afrique, au Congo, que nous voyons les gens faire l'éloge d'un chef d'État d'un pays et qui est situé parmi les pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Congo, en termes de IDH, Indice de développement humain, nous nous situons pas parmi les pays. Nous sommes les pays, bel et bien, je dirais ça comme ça, nous sommes bel et bien les pays les plus pauvres en matière d'indice de développement humain. Malgré les richesses, malgré les coltans, les diamants, malgré tout ce que les 60 000, plutôt les 40 000 mètres cubes que nous déversons à l'océan Atlantique, tout ça, malgré les plus de 100 millions d'habitants, la plupart très jeunes, mais nous sommes toujours un des pays les plus pauvres de la planète. Donc, à cet effet, donc, nous devons vraiment continuer à nous battre. Et quand je parle de se battre, je ne parle pas de ce que nos amis parfois appellent la résistance, qui à mon avis, une posture abstraite, parce que lorsqu'on fait la résistance, c'est à partir des éléments matériels, c'est à partir des éléments intellectuels, c'est à partir des actions réelles sur les terrains que nous pouvons appeler notre démarche à résistance. Mais moi, je vois plutôt que de vidéos, que des analyses, voilà. Donc, pour moi, je pense que la résistance n'existe pas au sens, si vous voulez, académique du terme. Donc, il s'agit simplement de gens qui, de manière sporadique, de manière oisive, sont en train de temps en temps réclamer des choses. Mais nous voulons faire un nouveau postulat, un postulat d'unité nationale, du Congo humaniste, de Congo qui voit l'intérêt de tout le monde. Et c'est ce Congo-là qui n'a pas encore existé. Le Congo de tout le monde, le Congo de pauvres, parce qu'ils sont majoritaires au Congo. Ils sont entre 70 à 80% de Congolais qui manifestement vivent dans la précarité, dans le manque total d'eau, d'électricité, d'accès aux soins de santé, de routes pour même acheminer les produits qu'ils produisent, accepter la répétition. Donc voilà, donc cette situation globalement est ce qui me pousse et nous pousse, nous tous, parce qu'aujourd'hui on doit aussi surpasser les égos, parce que ça a toujours été un facteur péjoratif dans la création, si vous voulez, dans l'émergence d'un Congo uni et fort. Voilà, donc nous avons des personnes qui ont des égos surdimensionnés, des égos qui dépassent même leur propre taille physique. Donc on doit ensemble travailler pour contenir, si vous voulez, cet élément psychologique négatif qui consiste à ne voir, à ne définir les choses que par soi-même. Mais aussi nous devons travailler contre le tribalisme. Moi, je m'attaque à personne. Je sais qu'il y a des tribalistes partout. Et il y a même des tribalistes qui sont aujourd'hui notoires en ligne. On les lit, on le voit. On regarde comment ils commentent les événements du pays sous un prisme restreint, ethnique, et qui ne valorise que les idées qui émanent, si vous voulez, qui viennent de leur propre regroupement social. Tout cela, ce sont des choses que le tribalisme, l'ethnicisme sont de grands tueurs
de l'unité nationale et grave avec les approches ethniques. On détruit aussi la méritocratie, c'est-à-dire que nous ne choisissons plus les meilleurs d'entre nous. Nous ne formons plus les équipes de léopards intellectuels, idéologiques, scientifiques, économiques, sociales, mais nous formons maintenant des équipes sur base des associations ethniques, tout ça. Donc tout ça va à l'encontre de mettre en exergue les personnes les plus compétentes. Et aussi, il y a une autre forme de compétence qu'on appelle l'éthique, qui regorge en son sein la passion, le patriotisme, le dévouement, la recherche de la qualité, toutes ces valeurs que nous avons besoin d'incorporer, bien entendu, dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, c'est un peu ça, grosso modo, une description caricaturale, mais objective de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et nous voulons, à travers podcast Congo 1957, commencer à en parler, à toucher dans la plaie, à toucher les choses qui font mal. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler du dialogue, mais avant d'en parler, dans cette émission, dans ces retransmissions, ces podcasts, nous allons commencer aussi à mettre en exergue les Congolais qui se sont surpassés dans leur domaine, de manière historique, ou dans les temps présents. Et nous allons essayer de montrer aux Congolais qu'il y a des Congolais qui ont excellé. Et bien sûr, les Congolais excellent tout seuls. Et c'est le côté regrettable, si vous voulez, de notre succès. Notre succès a toujours été individuel. Notre succès ne s'est jamais partagé. Notre succès s'arrête, comme je dis tout à l'heure, j'ai utilisé le terme oasis. Donc, c'est-à-dire, ça se limite autour de la personne. Mais bien sûr, il y a eu des gens qui ont excellé. Il y a Patrice Emery Lumumba, il y a Kassavubu, il y a Kipa Vita, il y a bien de Congolais, Bakanza, qui de manière extraordinaire a montré sa foi à travers la justice. Il y a Seranoiri Tenengapeta, et on peut parler de Lukuku Sampu, on peut parler de Mombanker, on peut parler de beaucoup de gens au niveau artistique. Il y a eu de Wendo Colossoy, de Papa Wemba, de Kofi Olomide, tout ça, des gens qui ont excellé dans leur domaine précis, mais également dans le domaine scientifique. Il y a eu de Luruma, il y a eu de Bolia Bayenga, il y a eu de Maître Nimi, qu'on a dit mourir, mais on s'excuse, même on a eu à diffuser cette information qui lorsqu'elle a été vérifiée, s'est avérée erronée. Donc, il y a des personnes qui ont excellé, professeur Pinga Kasenda, maître Kamanda Wakamana, des personnes élogieuses en termes intellectuels. Parce que le Congo n'est pas toujours sale. Le Congo n'a pas toujours été sale. Le Congo n'a pas toujours été détrimental. Le Congo n'a pas toujours été un carrefour de gens mauvais, de tricheurs. Non, le Congo a aussi connu de périodes de gloire, des personnes qui ont, si vous voulez, donné des exemples positifs aux générations à venir. On a vu le père de les indépendances, comment ils ont mis de côté leur débat sur l'unitarisme, le fédéralisme, l'ethnicisme, tout ça, pour dire que non, voilà, il y a un point convergent. C'est pourquoi j'insiste sur la convergence idéologique aujourd'hui. Il y a eu un point convergent. C'était
on doit se débarrasser de la colonisation. Alors là, ils ont été capables de mettre de côté tout ce qu'ils avaient comme divergence, comme couac, comme mésentente, comme égocentrisme, tout ça, pour dire que voilà, nous allons nous focaliser au développement de ces pays, nous allons nous focaliser à la sortie vous savez, la colonisation comprenait aussi une sorte d'esclavagisme où les personnes n'avaient pas tous leurs droits civils, politiques et consorts. Donc tout ça a fait que, de manière convergente, les pères de l'indépendance se sont dit, non, voilà la route que nous devons suivre ensemble. Et je pense que chaque génération passe par ces mêmes moments, ces mêmes questionnements, ces mêmes temps où il y a des questions fondamentales pour cette étape de jeu. Voilà. Donc, pour nous, le contemporain, les personnes qui vivons aujourd'hui, nous avons aussi nos défis de notre époque. Pour nos parents, c'était l'indépendance. Pour nos arrières parents, c'était la colonisation. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons bien entendu nos défis à nous, surtout par rapport à la géopolitique internationale aujourd'hui, par rapport à la mondialisation qui a pris, vous voyez sur les médias, qui a pris un aspect sauvage. On parle de la mondialisation sauvage, la globalisation vraiment à la jungle où c'est la loi du plus fort, les lois internationales ne sont plus respectées, on peut venir dans un autre pays et kidnapper un chef d'État et l'amener dans son pays pour être jugé. Tout ça, ce sont des manifestations, ce sont aussi des alertes pour nous Congolais, pour nous Africains, pour nous personnes qui soucieuses du développement durable de notre continent, de nous poser de réelles questions sur quel pont jeter quant à l'avenir de la RDC de notre pays. Quelles sont les choses qui sont primordiales, quelles sont les stratégies que nous devrions mettre en œuvre pour pousser notre État en avant. Donc c'est un peu dans ces carcans socio-économiques que nous nous retrouvons aujourd'hui et d'ailleurs, voilà, donc c'est pourquoi nous devons nous poser les bonnes questions pour que nous sachions comment sortir la RDC de la précarité, de la corruption, des arrestations arbitraires, de l'ethnicisme, du mensonge politique, de la négligence des pauvres, tout ça. Ce sont des questions de notre époque. C'est notre lutte d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous ai dit que nous allons commencer à mettre en exergue certains Congolais de tous les backgrounds, de tous les recoins du pays qui ont ou qui aujourd'hui manifestent un coefficient intellectuel patriotique important. C'est très important de ne pas faire passer le message que bon, les Congos, c'est un carrefour de fous, des gens qui s'inquiètent pas de leur propre salubrité. Kinshasa est extrêmement sale, et des ministres sortent de maisons sales, oui, et voilà, donc ils se baladent avec de voitures de luxe, hein. Mais donc il suffit de voir l'environnement qui ne respecte pas les critères de salubrité le plus primitif, les plus élémentaires, les plus rudimentaires. Donc, on a
l'impression que ces choses-là n'intéressent personne et que il suffit d'aller en France, hein, acheter des habits de haute couture, et acheter de voitures allemandes, américaines, tout ça. C'est comme si on veut limiter la vie, et surtout la vie nationale. Et la vie publique, il faut nuancer toujours. La vie privée, on peut se permettre certaines choses, mais même la vie privée, et quand vous vivez en Occident, c'est bien réglementé en termes de... Tu ne peux pas faire n'importe quoi qui peut mettre en danger la vie des autres. Donc, c'est-à-dire que même la vie privée bénéficie d'une réglementation nationale pour éviter que des gens, à partir de leur maison, se mettent, j'allais dire, à faire des choses inacceptables. Et d'ailleurs, quand on regarde à l'origine, les droits positifs, c'est justement cette balance entre vie publique et vie privée, où on essaie de s'assurer que les droits privés, les droits individuels sont respectés, en même temps s'assurer que la coexistence pacifique aussi existe ou est préservée dans la sphère publique. Donc c'est très important, toutes ces choses que nous devons répondre, parce que ce sont les questions qui nous sont posées. Lumumba n'est plus là, Kasavubu n'est plus là, Étienne Tshisekedi n'est plus là, Paul Bolia n'est plus là, et qui encore Nendaka n'est plus là. Et tous ces gens qui ont fait une époque, Nzezalando, tout ça, toutes les personnes qui ont contribué à la fabrication de notre pays, la plupart de ces personnes, la plupart d'entre elles ne sont plus de ce monde. Elles ont déjà, ces personnes, traversé vers l'au-delà. Et c'est là que nous devons avoir la foi. J'aime bien les chrétiens, ils parlent de la foi, vient de ce qu'on entend. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous, les choses que nous voulons entendre? Est-ce que nous voulons entendre que moi, Olivier, je suis un grand prêtre, j'ai ça, non. Est-ce que nous voulons entendre qu'un chef d'État fasse 2000 voyages ou bien entretienne plusieurs relations parallèles par rapport à son mariage en même temps? Est-ce que nous voulons entendre un chef de l'État ou des ministres qui gagnent $50,000, mais qui volent quand même malgré l'exorbitance de leur salaire? Est-ce que nous voulons continuer avec ce type de régime ou des gens qui volent? C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons des messages négatifs. Nous entendons que les Congolais, quand ils prennent le micro, c'est pour s'insulter entre eux. Quand on voit la guerre fallifère, quand on regarde toutes les guerres inutiles entre nous, je dis inutile parce que ce ne sont pas de vrais débats scientifiques. Ce ne sont pas des débats au niveau académique, au niveau supérieur. Je l'ai dit toujours, chers amis, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que vous ne connaissez pas les niveaux de développement de nos adversaires. Nous ne combattons plus contre le Rwanda, l'Ouganda. Il y a une géopolitique internationale qui s'est installée et les pays comme les États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent national security, sécurité nationale. C'est un principe qui est très mal défini, qui veut simplement dire que si les États-Unis ont besoin de quelque chose pour la survie de leur peuple, ils iront chercher cette chose-là n'importe où, n'importe comment. Et c'est ça la notion de national security aux États-Unis.
Mais les Congolais et les autres pays, ben voilà, donc, ne savent pas que nous sommes dans la sécurité nationale des autres pays qui pensent que, avec la transition énergétique, nous allons passer à des trucs. Pour fabriquer les éoliennes, on a besoin de terres rares. Pour les voitures, avec la transition vers l'énergie électrique et tout ça, nous aurons besoin de cobalt, de trucs du Congo. Et si aujourd'hui, nous ne convergeons pas idéologiquement, je ne dis pas que moi je suis contre, par exemple, le président Félix Tshisekedi. Je suis contre sa gestion, sa vision politique, parfois même au niveau personnel. Je n'aime pas en parler beaucoup parce que, vous savez, parler de la vie privée des gens, je suis pas fort dans ça. Donc voilà. Donc, mais au moins, restons dans le prisme politique où je peux vous dire, vous certifier, vous avancer avec fermeté que je ne suis pas d'accord de la manière dont le président de la République gère notre pays actuellement. Mais dis-moi, chers amis, je ne suis pas d'accord, mais cela ne veut pas dire que si on devrait s'asseoir, non pas pour collaborer nécessairement, non, mais pour qu'ensemble, nous mettions des caps. Comment nous voulons développer notre pays? Moi, je ne vois rien de négatif. Le président Félix Tshisekedi n'est pas éternel. Et c'est la plus grosse bêtise qui est produite et reproduite en Afrique, au Congo, en RDC en particulier. C'est que les gens pensent que dès qu'on a un peu d'argent, dès qu'on a un statut, on quitte la pauvreté. Parce que, vous savez, au Congo, il y a que deux classes. Il y a une stratification sociologique la plus simple. Soit on est pauvre, soit on est riche. Il est très rare que vous voyez des personnes qui sont en situation intermédiaire entre les deux. Donc, il n'y en a pas où on quitte la pauvreté, on devient riche, ou on s'en va de la richesse à la pauvreté. Alors, quand on voit tout ça, quand on voit cette stratification, comme je dirais à l'époque de Karl Marx, où on voit les bourgeois et les prolétaires, la classe pauvre, la basse classe. Mais dès qu'on atteint un certain niveau, au Congo, on dit de manière erronée élévation. Élévation, c'est-à-dire que voilà, une augmentation de la valeur symbolique. Parce que nous savons très bien qu'il y a quatre capitales. Je dis il y a sur les capitaux individuels que les gens ont. Il y a les capitales économiques, qui consistent à combien d'argent vous avez, investissement, l'argent et tout ça. Il y a aussi les capitales culturelles qui dépendent, ça c'est Bourdieu qui en parle, de votre culture, niveau d'éducation et tout ça. Et il y a aussi tout ça, l'ensemble de tous les capitaux, c'est ce qu'on appelle le capital symbolique, c'est-à-dire que la manière dont vous êtes perçu par la société. Alors, tout le monde au Congo, de manière épidémique, travaille pour augmenter son capital symbolique, donc qui est l'ensemble de tous les capitaux. Et voilà, donc c'est dans cette sociologie-là, qui a plein de défauts, qui est erronée, qui amène les gens à voler. Et parce qu'il faut montrer aux autres que moi je atteins. Et c'est pourquoi vous verrez de vidéos de gens qui ont
peut-être connu le président de la République actuelle, qui disent que non, voilà, il n'était pas comme ça, et du coup, il a accédé au pouvoir, et pratiquement, on a vu cette transformation intrinsèque, personnelle de l'individu, à un matérialisme, à un hédonisme à fond. Voilà, c'est que sont là les combats que nous sommes en train de nous battre. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes avec Olivier Bolia, bien sûr, sur Podcast Congo 1957. Aujourd'hui, c'est ma première sortie pour en parler. Pour parler, et nous, chaque jour, voilà, nous allons essayer de continuer de réfléchir sur l'avenir de ces... Voilà, donc on a des gens qui continuent à se comporter comme s'il n'y a pas de lendemain. C'est pourquoi vous verrez, les Congolais rarement achètent l'assurance vie, parce que pour eux, pourquoi acheter l'assurance vie, c'est comme si je faisais une invitation à la mort. Or moi, la manière dont je me sens éternel, je me sens que je serai toujours là, je sens que je ne mourrai pas. Alors que c'est faux, et que bien entendu, la mort, c'est un chemin pour tout le monde passe par là, et tout le monde va finir par trébucher, quitter cette terre, voilà. Et donc, ça ne devrait pas être quelque chose qui doit nous retenir à cette façon de s'accrocher à la vie, tout en vivant la vie comme les gens disent, mais on vit qu'une seule fois. Donc, il fait faire autant de mal que possible, et de toute façon, il n'y aura pas une répétition de la vie, donc je veux m'en aller après. Vous savez, chers amis, c'est ça les combats, c'est ça nos combats d'aujourd'hui. Ramener l'intellectualisme, ramener les bonnes idées, ramener et faire éloge aux gens qui cherchent à nous transformer de l'intérieur comme à l'extérieur. Un travail exogène et endogène. C'est très important que nous commencions à nous rappeler de toutes ces personnes qui font le bonheur de notre peuple, les gens intelligents. Il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, nous traversons une période que l'éducation est reléguée en dernière position. On est à l'époque on dit ça comme ça en lingala, chancelo Kopamba. On est à l'époque de chancelo. Tout le monde pense que, bon, je vais aller chez un féticheur, je vais faire un peu de maraboutage, et malgré que je n'ai pas les compétences qu'il faut, mais bon, je vais essayer de dominer les autres avec en spiritualité et tout ça, au lieu de promouvoir les travails mérités, l'accès aux études supérieures, décrochage des diplômes, des formations. Je suis très content lorsque je vois mes compatriotes, surtout en Occident, dire que j'ai fait une formation. J'ai appris comment être un maçon, comment être un électricien, comment faire vivre ma famille à travers de compétences reconnues. Ça, c'est Dieu. Parce que Dieu a dit que la première bénédiction, c'est le travail. Vous mangerez à la sueur de votre front. Ça, les Congolais ne doivent jamais l'oublier. Quand vous mangez et que vous savez que vous n'êtes pas en train de fournir les efforts nécessaires, sachez que, bien entendu, que vous êtes en train de tricher. C'est un peu comme un athlète qui se dope, qui prend de substances qui augmentent la force, les compétences, tout ça. C'est un peu
en matière de sexe, les hommes qui sont obligés de prendre des aphrodisiaques, de Viagra et les autres pour améliorer leur performance sexuelle. Je suis pas contre ça, mais je dis simplement que ces éléments contribuent à un renchérissement des capacités, des qualités qui ne sont pas naturelles. Et nous savons que chaque fois qu'on est dans un dopage, il y a toujours des effets secondaires, des effets secondaires qu'on peut voir, qui peuvent venir de manière, qu'on peut répertorier de manière transversale, c'est-à-dire pendant une période, ou de manière longitudinale, c'est-à-dire en long terme, ça peut produire des effets négatifs. Donc, c'est très important que nous reconnaissions que c'est notre époque, c'est notre temps. Nous sommes les Lumumba d'aujourd'hui. Nous sommes les Kasavubu d'aujourd'hui. Nous sommes les Bolikango d'aujourd'hui. Nous sommes les Kalonji d'aujourd'hui. Nous sommes les Kamitatu d'aujourd'hui. Nous sommes les Bolia d'aujourd'hui. Nous sommes les Kachamura d'aujourd'hui. Nous sommes les dévots d'aujourd'hui. C'est notre travail. C'est notre travail. Aujourd'hui, je voulais parler du dialogue pour atterrir les dialogues que le président Félix veut circoncire, que ça soit fait de manière, il a dit que ces dialogues-là, donc il y a plusieurs façons de dialoguer. Les dialogues, étymologiquement, c'est un entretien entre deux personnes ou plusieurs, et souvent le dialogue sur le plan politique est évoqué lorsqu'il y a des divergences, lorsqu'il y a une discrépance idéologique entre parties prenantes d'un système politique. Donc on recourt au dialogue. On a vu dans notre histoire comment les dialogues nous a permis de mettre fin à certains colibés entre parties prenantes du système politique. Donc, les dialogues, ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Ah ben tiens, je voudrais te parler, Olivier, mais on touche pas à ça, on touche pas à ça. » C'est là où le président Félix commet une erreur gravissime et d'ailleurs aux effets détrimentaux, parce que un dialogue, c'est un moment de solennité, c'est un moment solennel où on essaie de se mettre ensemble pour être le plus sincère possible, pour épingler toutes les difficultés, tous les problèmes auxquels l'entité politique, la RDC, est confrontée de nos jours. C'est un moment crucial de notre été extrême où on doit se dire face à face ce que nous escomptions, ce que nous voulons de l'avenir de notre pays. C'est un moment d'humilité. C'est aussi un moment pendant le dialogue, on traverse plusieurs segmentations émotionnelles. On peut passer de la colère parce qu'il faut dire la vérité. Que le président Tshisekedi dit, vous êtes arrivé au pouvoir à l'issue d'une fraude électorale. On doit dire la vérité entre nous que c'était M. Fayulu qui était l'élu de cette époque-là. On doit dire la vérité que M. Nicolas Kazadi a dit que lorsque l'argent arrive, tout ce que nous faisons, c'est prendre cet argent et commencer à les dépenser comme on veut. On pense au projet de manière ultime. Ce sont des vérités qui doivent être dites avec colère, mais avec respect. Parce que, voilà, et c'est aussi des moments des aveux. Parce que dans les dialogues, parfois, on passe par des aveux, par dire que, bon, voilà, je suis désolé de ce que je fais. J'étais motivé, bien qu'il y a toujours une explication pourquoi nous agissons. Il y a, bien sûr, il y a un prédéterminisme. Moi, je suis un croyant, si vous voulez, un adepte
de la sociologie du déterminisme. Donc, je crois qu'il y a toujours des éléments antérieurs qui si vous voulez, ont des effets sur des agissements actuels. Voilà, donc, mais on peut prendre le cas du déterminisme, de la corruption, par exemple en RDC, où on voit pratiquement des générations en génération, les gens sont convaincus qu'être ministre, qui veut dire en grec serviteur, être ministre, c'est pour s'enrichir. Et ces déterminismes négatifs est en train de se pérenniser dans notre société jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, donc on doit savoir que le dialogue, c'est aussi des moments d'aveu, de moments de pure humilité, de sincérité totale et de reflet sur soi-même, de l'autocritique, de moments de regarder les miroirs et de se dire que moi, président de la République, moi, ministre d'État, moi, général, moi, opposant, moi, qu'est-ce que je ramenais à notre société? Donc, ce sont des moments très importants, les dialogues. Les dialogues, ce n'est pas le partage du pouvoir, comme ça a souvent été conçu, proliféré, au point que nous sommes dans une mésentente totale avec beaucoup de gens qui pensent que, voilà, donc on s'est mis ensemble pour se pardonner et puis se dire, bon, voilà, j'ai du pain. Non, non, non. Le dialogue, c'est pas un moment de partage de pouvoir. C'est un moment de vérité. C'est un moment de questionnement sur l'avenir. C'est un moment de projection ensemble, together. Ensemble, nous devons commencer à concevoir une direction, une orientation, des perspectives au niveau sanitaire, au niveau de la santé, au niveau de notre économie, au niveau de notre armée qui pleurniche tous les jours, une armée qui est incapable de défendre l'intégrité territoriale qui est sa mission régalienne, reconnue par tous les États du monde, que l'armée a comme mission principale, c'est la défense de l'intégrité territoriale et des biens, c'est-à-dire en grosso modo ou par voie de conséquence, quand vous défendez l'intégrité territoriale, vous défendez en fait les populations qui y vivent, vous défendez leurs biens, vous défendez leur sous-sol, vous défendez les mamans, les enfants et tout ça. C'est le rôle de l'armée. Alors qu'aujourd'hui, un dialogue va nous aider. Il faut en parler de manière exhaustive, de voir comment nous pouvons travailler pour mettre sur pied une armée conséquente, une armée capable de défendre notre pays de fond en comble. Voilà le rôle principal du dialogue. Le dialogue ne peut pas être un dialogue sur mesure, surtout lorsque nous parlons d'un État. Et je vous ai dit, une nation, c'est forme par l'adhésion individuelle des situations. Ce n'est pas l'adhésion massive. Nous parlons ici de l'adhésion individuelle. Chaque Congolais, chaque jour, dans une forme de plébiscite, c'est dit que je suis Congolais et je fais partie de l'Union. C'est pas par la force, c'est pas par la haine, c'est pas par la coercition de la population. Non, c'est une volonté volontaire. Chaque Congolais veut appartenir à cette union de manière individuelle. Alors, lorsque
nous avons une nation, une union, une confédération, c'est-à-dire des personnes qui, respectivement, de manière individuelle, acceptent de faire partie du jeu, donc ces populations méritent notre respect et surtout notre appui. C'est pourquoi le dialogue est ici fondamental. Le dialogue est nécessaire. Il ne faut pas fuir le dialogue. Il ne faut pas circoncire le dialogue. Il ne faut pas dire que, voilà, donc, je veux un dialogue sur mesure, tel ne sera pas là, tel doit dire ça avant qu'il en fasse partie, j'ai eu un conflit avec lui, donc je ne veux pas le voir, non. Le Congo est à tous. Nous rêvons tous d'un grand Congo. Nous avons tous grandi, la plupart d'entre nous, sous Mobutu. Nous avons tous appris que ce pays est grand. Et ce pays a un appel du destin. Cet appel du destin est que ce pays doit être grand. Pas grand, par sa superficie, mais aussi grand par le fait qu'à un moment donné, le Congo doit atteindre son hégémonie, sa taille est naturelle hégémonique. Parce que le Congo a une taille, a une dimension qui est tout à fait naturelle, hégémonique. C'est un peu quand vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un qui est bien battu, et vous voyez qu'il a une taille imposante, naturelle, et qui fait peur aux autres. Et c'est ça le destin hégémonique du Congo. Le Congo ne doit pas chercher l'hégémonie, mais le Congo est hégémonique par sa taille, par son histoire. Et voilà, donc c'est pourquoi nous devons commencer à vraiment revoir tout de manière... on doit écrire notre hystériographie, en fait. On doit essayer d'analyser les choses nous-mêmes, sagement, intelligemment, et commencer à nous projeter à l'avenir par rapport aux informations véridiques, parce que notre histoire aussi a fait des assassins, des héros, des choses comme ça. Parce que même dans notre propre récapitulation historique, c'est erroné. C'est-à-dire notre histoire, donc on ne peut pas vêtir notre habit hégémonique naturel alors que notre propre histoire est enseignée avec des faussetés à l'intérieur. Donc on doit réécrire l'histoire, recentrer le message sur l'homme congolais qui est les propriétaires de toutes ces richesses, mais également on doit aussi mettre un projet commun, un véritable projet de cohésion nationale, de cohésion économique, la création de pôles de production. Pourquoi on n'a pas de pôle de production au Congo? Pourquoi au Congo il n'y a pas l'usage de la spécificité régionale pour en faire des pôles économiques avec précision? Donc c'est ça notre combat aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons commencer à vous parler tous les jours. On va parler de tout et de rien. Aujourd'hui, c'était une retransmission introductive juste pour vous dire que nous allons parler. Nous n'avons pas arrêté de parler. Nous ne cesserons jamais de parler tant que la souffrance demeure en RDC. Alors aujourd'hui, une piste de sortie, c'est les dialogues. C'est des dialogues sincères. Comme je dis, les dialogues, c'est comme un film. Il y a des problèmes, il y a de moments où on crie, il y a des moments où on pleure ensemble, il y a des moments
où on corrige les erreurs. Il y a des moments où nous allons faire des projections. Et cette fois-ci, nous allons nous faire la promesse de ne plus revenir à de tels dialogues, alors que nous savons l'histoire du dialogue politique en RDC est intimement liée aux crises de légitimité, aux guerres, aux transitions de pouvoir. Donc nous savons pourquoi nous sommes dans ce dialogue. Nous sommes revenus à ce qui a été stipulé de la manière la plus claire, la plus transparente dans notre Constitution. Les crises de légitimité. Il faut que les élections soient sincères. Il faut que celui qui gagne, gagne. Ça va créer un climat, un environnement de méritocratie. Perdre une élection, c'est rien. Bill Clinton a perdu une élection en Arkansas. Il a fini par devenir président des États-Unis. C'est-à-dire que cette stupeur, cette peur de ne pas se faire élire doit être subtilisée de la vie politique du Congo. Perdre, c'est normal. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi dirige la RDC. Nous sommes ici, Olivier Bolia, compétent, ancien des banques du Canada. Il a fait l'université. Il a des diplômes. Mais je ne travaille pas. Je suis ici parce que je pense que ma propre personne et les vôtres aussi, chacun d'entre nous n'est pas tellement indispensable que ce doit être seulement lui qui soit ministre, qui soit PDG, qui soit... Non, je n'ai pas cette couverture-là politique. C'est pas de cette manière-là, j'allais dire, que j'entrevois les actes politiques. Moi, je pense que les dialogues, c'est le moment du dialogue, c'est le moment de parler, c'est le moment de nous montrer que nous sommes ensemble, c'est le moment de corriger les erreurs, c'est le moment de dire que nous voulons un autre Congo, une autre Afrique, nous voulons un Congo de meilleur. Et il n'y a pas un meilleur lieu, il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a pas un endroit très adapté que lorsque vous êtes dans un dialogue national pour se parler, pour se regarder en face, yeux dans les yeux, pour se dire que c'est notre pays qui est le perdant dans tous nos colibés, dans injures publiques, dans la corruption, dans tout ce que nous faisons. Les dialogues doivent être sincères. Et les dialogues, j'allais dire, va nous permettre justement de mettre sur pied un système immunodéfensif de premier prix. Le Congo ne sera plus là. Voilà un peu la première retransmission de Congo 1957, podcast Congo 1900. Habituez-vous à ces noms, podcast Congo 1957 avec Olivier Bolia. Mais avant de partir, comme je dis, on va commencer à parler de gens qui sont en train de marquer notre histoire. On a dit, on en parlera, on parlera de gens du passé, de gens décédés, nos héros, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, je fais le choix de Tony Yoka. Je fais le choix de Tony Yoka. Tony Yoka qui est un boxeur franco-congolais qui est en visite en RDC. Il est venu rencontrer les autorités de ces pays. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que vous voyez, le son congolais, c'est un son qui est très fort, qui s'exprime toujours. Alors, Tony Yoka est au Congo. Il visite là, sur cette photo, des installations locales. Donc, il est content de retourner
sur la terre de ses ancêtres. Et voilà. Donc les Congolais sont aujourd'hui partout. Il y en a qui ont bel et bien réussi leur vie professionnelle. Il est passé à la télévision en RDC. C'est une très bonne chose de voir de frères de la diaspora qui rentrent justement pour revoir la terre de ses ancêtres. Le Congo s'est rebâti. Donc, excusez-moi si je sais pas si j'ai donné l'impression d'être pessimiste. Non, je ne le suis pas. Je pense que le dialogue est fondamental à la reconstruction sociologique surtout. Moi, je suis sociologue, donc d'une part. Je pense que notre grand problème, nos deux grands problèmes se situent aussi au niveau psychologique et au niveau sociologique. Au niveau psychologique, c'est-à-dire on doit travailler sur le soi, sur l'hygiène de la vie, comme dit Tony Yoka. Donc sur la vie, la personnalité, redéfinir les choses qui importantes parce que on a l'impression que notre pays est plus rempli de sociopathes et de psychopathes, donc des personnes avec des difficultés d'adaptation sociale et de personnes avec des incompréhensions internes au niveau personnel. Donc, il faut absolument que nous travaillions sur ça, sur la présence de maladies mentales qui peuvent entraver le fonctionnement adéquat d'un individu dans une société et même produire de la déviance et voilà, ou même de comportements totalement illégaux. Donc tout ça, ce sont des grands enjeux aussi que nous avons et lors de mes podcasts, lors de podcasts Congo 1957, nous allons essayer de toucher à tout ça, comment reconstruire la nation, comment reconstruire le pays, et bien sûr, nous allons commenter l'actualité, mais de manière scientifique, de manière, nous allons pas faire des analyses, mais nous allons faire des réflexions. Parce que nous exigeons du sérieux, de la profondeur, et l'esprit de recherche, c'est comme un esprit de vérité. Donc, on veut vraiment être ancré dans la recherche scientifique, dans la recherche de vérité, et aussi dans la construction psychologique et sociologique de l'homme congolais, afin que l'éparpillement de ces deux qualités au niveau psychologique et sociologique peuvent créer des individus assez performants, compétents et qui ont un regard vers l'avenir de la RDC et que j'ai dit, vous m'avez suivi et je le répète, que nous avons la RDC à une taille hégémonique en soi. Donc, la RDC ne devrait pas chercher l'hégémonie. La RDC, elle est déjà dans une situation hégémonique par sa démographie, par sa superficie, sa taille, sa grandeur historique, le rôle. Vous vous rappelez que nous avons joué pendant la guerre froide. Voilà, nous ne sommes pas en recherche d'hégémonie, mais nous sommes déjà, nous avons une dimension hégémonique, mais il suffit simplement de converger idéologiquement, c'est-à-dire en termes de vouloir que le Congo aille bien. Là, je suis en train de fractionner, de simplifier un discours que je vais passer en 1 heure, c'est que la RDC a besoin d'aller de l'avant. La RDC a besoin de tout le monde. La RDC a besoin de toutes ses sœurs et de tous ses frères. La RDC a besoin
de gens qui ne sont pas des fanatiques, mais des gens qui sont prêts à s'asseoir, à réfléchir ensemble et à dialoguer, à trouver voies et moyens, à respecter les compétences, à accumuler des compétences, parce que nous sommes dans une géopolitique de la concurrence militaire, scientifique, économique. Nous avons les techno-industriels aux États-Unis, en Chine, qui sont en train de régner comme des véritables États. Les multinationales qui ont une force au-delà des frontières des pays où ils sont locataires. Donc, il faut faire attention. Nous devons travailler ensemble pour un Congo fort et uni. Je finis pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba outi na Zaïre, outi na Kivu, outi na Chab, na Kasai oriental, Kasai occidental, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, obotama na Kinshasa, ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, okei na Équateur, ozali na mboka na yo. Olongui na Zaïre, okei na Bas-Zaïre, ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non elingi koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tata bo. Moko. Mama bo. Moko. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba outi na Zaïre, outi na Kivu, outi na Chab, na Kasai oriental, Kasai occidental, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, obotama na Kinshasa, ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa.